Merci de effectivement me donner la parole et d'avoir l'honneur de passer derrière vous, Catherine, parce que c'est quand même difficile pour un professionnel après d'essayer de montrer effectivement en quoi il va pouvoir préserver cette singularité des individus dans leur parcours et dans leur projet de vie. Mais j'espère quand même vous convaincre. Je pense avoir les arguments. Alors, moi, je ne vais pas vous parler ni des concepteurs ni des fabricants ni des vendeurs, et pas non plus des utilisateurs, mais je vais vous parler d'un maillon dans la chaîne qui est celui des ergothérapeutes. Donc c'est celui qui peut accompagner, en tout cas qui essaye d'apporter de son savoir-faire pour faciliter les choses. Alors peut-être ne connaissez-vous pas ce métier, c'est pourtant un métier relativement ancien qui existe donc depuis une centaine d'années. Il est introduit en France dans les années 50. Effectivement, vous allez me dire, alors, aujourd'hui, pourquoi on en parle? Eh bien parce que le champ de l'âge a permis peut-être de faire sortir l'ergothérapie des institutions, parce qu'on a pu voir effectivement qu'il y avait une plus-value à l'utiliser dans d'autres cas de figure. Voilà, à quoi s'attache un ergothérapeute au final? Eh bien, un ergothérapeute, il s'attache à rétablir, on va dire, une harmonie entre la personne et ses activités humaines. C'est peut-être le moins médical des professions, la moins médicale des professions médicales. On ne s'attache pas à réparer le corps, on ne s'attache pas à guérir les gens. En fait, on s'attache à donner les moyens aux personnes de réaliser leurs ambitions dans la vie et de retrouver une qualité de vie à travers leurs activités, leur répertoire d'activités. Alors, ça veut dire que dans un parcours de vie, par la maladie, l'accident, l'avancée en âge ou effectivement aussi des problèmes sociaux, eh bien, vos activités peuvent être contrariées. Vous pouvez être limité dans ce que vous avez envie de faire. Et là, l'ergothérapeute, c'est celui qui, théoriquement, doit vous apporter l'aide nécessaire pour passer ce cap. Alors, il y a des environnements qui restreignent les activités. On le comprend bien, par exemple, quand quelqu'un est en fauteuil roulant et que l'environnement n'est pas accessible. Il y a bien sûr la question de l'inutilisation des espaces et des mobiliers. Je passe dessus, c'est pas très important. Il y a aussi les situations accidentogènes. Un environnement non adapté peut créer effectivement des risques à domicile et des accidents. Mais plus subtilement, des choses qu'on voit moins, qu'on comprend moins, mais un environnement non adapté entraîne aussi également des comportements inadaptés, des troubles de l'identité, une désorientation, de l'agitation, de l'anxiété chez les personnes qui peuvent présenter des troubles cognitifs ou des problèmes psychiques ou être simplement en situation de fragilité. Alors, concrètement, que fait un ergothérapeute? Eh bien, il va analyser tous ces éléments de l'environnement et ses capacités dans l'activité et surtout l'envie de la personne. Ce qu'il faut faire, c'est surtout de respecter les choix, les habitudes de vie et le projet de la personne. Alors, il faut faire beaucoup parler les gens, il faut essayer de creuser quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs envies, pourquoi ils développent ça, ils ne veulent pas faire les choses de cette manière-là, mais d'une autre manière. Et puis après, eh bien, il faut corréler tout ça avec des solutions. Et l'ergothérapeute, il est formé aux différentes solutions qui existent sur le marché. Alors après, il émet des préconisations de modification de l'environnement, de modification des habitudes de vie, donc par des techniques de rééducation, de réadaptation d'un côté, mais après des entraînements, des conseils sur des solutions techniques et technologiques. Et puis pas seulement, il y a aussi l'évaluation de la juste aide humaine nécessaire, des aides animalières, et c'est tout, j'ai tout dit. Donc, pourquoi? Parce que dans certains cas, on va d'abord privilégier l'aide humaine, dans d'autres cas, on privilégiera, même si la solution technique existe, on privilégiera donc l'aide humaine. Dans certains autres cas, on privilégiera l'aide technique ou l'aide technologique. Ça dépendra bien évidemment du projet de la personne, de ses souhaits et de la situation. Alors, tout ça, c'est bien beau. L'ergothérapeute, ce n'est pas un distributeur de solutions. Certes, il va en donner des solutions, mais c'est surtout un accompagnant. Parfois, je dis même aux gens, c'est une sorte de coach. Et donc là, l'ergothérapeute, évidemment, c'est vraiment celui qui aide plutôt, qui donne les moyens à la personne de faire émerger ces solutions, qu'elle fasse ses propres choix. Alors, malgré tout, donc dans cet accompagnement, on doit accompagner parfois le changement.
c'est-à-dire le changement des habitudes de vie, le changement des façons de faire, le changement aussi des environnements, parce que ça peut être refusé, ça peut être mal vécu. L'environnement, le domicile spécifiquement, c'est un prolongement de soi, c'est un prolongement de l'enveloppe corporelle. C'est très bien expliqué par les psychologues et les sociologues. C'est comme si vous attaquez à l'environnement, vous pouvez vous attaquer personnellement à la personne. Et donc ça peut être vécu comme un viol, vraiment. Alors, l'ergothérapeute, dans son action au quotidien, il intervient en renfort de la personne, et c'est bien la personne qui est au centre du processus. Mais il est là pour l'accompagner au milieu du méandre administratif, mais aussi des différents métiers ou des différentes solutions, de manière à ce que la personne fasse émerger ce projet et fasse émerger ses propres solutions. Dans le domaine des technologies, depuis de longues années, les ergothérapeutes utilisent les technologies comme des moyens de compensation des limitations, des déficiences, alors qu'elles soient motrices, sensorielles, psychiques, cognitives, etc. Ça, on le fait depuis très longtemps auprès des adultes, auprès des enfants. Et je vais citer quelques exemples comme la robotique d'assistance, la communication, les solutions de communication alternatives, la domotique, etc. Eh bien, avec toutes ces nouvelles solutions qui s'offrent à nous, eh bien, ça rentre naturellement dans le champ de l'exercice de l'ergothérapeute. Et là, spécifiquement pour l'âge, on va avoir d'autres objectifs en plus de ceux précédemment cités, ceux de la communication, du maintien du lien social, la sécurité, pourquoi pas la surveillance aussi de la santé et la communication de d'autres données utiles aux collègues soignants. Et puis maintenant ce qu'on appelle les logiciels de stimulation cognitive ou de remédiation cognitive. Quelles sont les difficultés que rencontrent les ergothérapeutes, comme d'ailleurs les usagers ou les professionnels du bâtiment? C'est l'avancée d'abord rapide des progrès technologiques et techniques qui, du coup, fait qu'on est très très vite largué. Donc ça demande du temps, ça demande de fouiller beaucoup, ça demande de se déplacer sur des salons comme celui-ci. Donc voilà, c'est consommateur de temps et d'énergie. La deuxième chose, c'est le fameux réseau de distribution. Avec l'émergence des nouvelles technologies et aujourd'hui d'Internet, les réseaux de distribution ont complètement changé. Les ergothérapeutes avaient plutôt l'habitude, pour les enfants, pour les adultes, et pour les solutions plus basiques, donc les aides techniques de base, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais d'avoir des revendeurs et d'avoir du matériel qu'on peut toucher, qu'on peut tester, qu'on peut même emmener à domicile, parce que vous l'avez dit, le plus important, c'est de le tester in vivo. C'est là où on s'aperçoit de la plus-value réelle des choses et que les personnes peuvent faire des choix éclairés. Sinon, si on le sait, si on fait un choix, mais à distance, sans avoir vu le côté pratique du matériel, très franchement, quand on le reçoit à domicile, on le range au placard et puis voilà, ça sera une chose inutile de plus qu'on mettra dans un placard. Alors, le réseau de distribution changeant, c'est-à-dire, grosso modo, la vente se faisant de plus en plus en direct via Internet, eh bien, on se retrouve un peu démuni, c'est-à-dire qu'on n'a pas le matériel forcément à l'essai, on n'a pas pu tester, et la personne, elle aussi, quand elle fait son choix, c'est un pari sur l'avenir. Donc ça pose effectivement un problème. Là, c'est aussi l'obtention des spécifications techniques des outils. Avant, quand on les avait, quand on peut les toucher, les tester, on voit l'encombrement, on sait si ça casse, on sait si on va pouvoir remplacer des pièces, on sait comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est aussi un pari sur l'avenir. Bon, la problématique des coûts, je ne vais pas y revenir. Et puis la dernière chose, c'est la perception encore, mais de manière erronée, la perception des employeurs, voire aussi des employeurs d'ergothérapeutes et des financeurs derrière, que tout ça, finalement, c'est un peu aussi du superflu. Donc, recentrons-nous sur des choses très basiques. Les fondamentaux, c'est l'aménagement architectural et puis c'est les techniques de base. Donc, le fauteuil garde-robe et le lit, ça va très bien. Si on passe au pilulier ou alors à de la domotique, là, on est tout de suite moins d'accord. Alors, les développements à l'avenir, c'est déjà là, mais c'est aussi notre souhait que ce soit encore plus affirmé dans les prochaines années, c'est l'intégration de ce maillon des ergothérapeutes dans la recherche ou la conception de produits, puisque on a aussi là un savoir-faire et des choses à apporter dans ce secteur et dans la recherche et le développement.
dans la formation des professionnels et le label Handibat voilà, nous a permis ça et a permis la rencontre entre le monde de l'entreprise, les artisans et les fameux cols blancs, comme ils disent les artisans, donc les ergothérapeutes. Et puis, la dernière chose, c'est la construction de bases de données, et ce qui me permet de souligner donc le travail conséquent de M. Mousnier là-dessus et du laboratoire Ecolab à Laval. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de soutenir la démarche et de s'y associer. C'est voilà, d'avoir un outil spécifique qui permette aux ergothérapeutes d'avoir des informations fiables de manière à les préconiser adéquatement pour les usagers derrière. Alors, la NFE, c'est vrai que donc, l'association que je représente a un rôle de mise en relation, de centralisateur entre les différents acteurs. Et là, eh bien, on a senti qu'effectivement, il y avait le développement d'un outil qui allait servir certes les ergothérapeutes, mais in fine, la qualité de vie des usagers derrière. Merci pour votre attention.